C'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football. Anecdotes, transferts, business, tous les secrets seront révélés ici. Si tu viens, comme d'habitude, tu n'hésites pas, tu likes et tu t'abonnes. Tous tes commentaires seront lus et c'est un vrai plaisir d'échanger chaque fois avec vous. Cette semaine, on est avec monsieur Mamadou Sakho, comme tu l'as vu dans le titre. Il vient nous parler juste après l'annonce de sa fin de carrière et surtout, il vient nous expliquer sa deuxième vie, celle qui va nous intéresser, évidemment. En off, c'est le business football, mais c'est surtout aussi le business. Ça va être hyper chouette. C'est parti pour le meeting. Et évidemment, on n'hésite pas. Merci à notre soutien Unibet Expert qui est toujours là. Mamad, comment ça va ? Ça va nickel et toi ? Merci d'être venu à Bruxelles, à la maison, vraiment, pour tout simplement évoquer toute une série de sujets avec toi. En plus, la Belgique, c'est un pays que t'aimes bien, c'est des proximités, des amis, des potes, quoi. Effectivement. Non, c'est un plaisir d'être ici. C'est vrai que j'ai pas mal d'amis belges. J'ai eu aussi pas mal de coéquipiers, donc toujours un plaisir. Ouais, c'est clair. Et effectivement, t'en as connu pas mal des coéquipiers. Eden Hazard, duquel tu étais relativement proche. Il y a également Divock Origi, forcément. Ouais. C'est dingue quand tu penses au parcours de... Moi, je pense au parcours de Divock Origi. Je me dis, en fait, ce mec-là n'a peut-être pas eu, en Belgique, tu vois, la notoriété dont il aurait pu jouir vraiment au regard de sa carrière en Première Ligue. Parce qu'en Angleterre, à Liverpool, c'était une star. Hein. Oui, bien sûr. Origi, quand il est arrivé à Liverpool, il était jeune, en provenance de Lille, hein, si je ne me trompe pas. C'était un jeune talent, jeune pépite, et on l'a vu par la suite. À Liverpool, il a fait de très, très belles choses. Et oui, Eden Hazard, on se rencontrait déjà à l'époque, quand on était beaucoup plus jeune, entre Paris Saint-Germain et Lille. Donc c'était la petite pépite du centre de formation lilloise. Et en toute humilité, j'étais aussi une personne dont on parlait pas mal au Paris Saint-Germain. Et voilà, quand on se rencontrait, on se checkait un petit peu parce que voilà, on se connaissait. Et ensuite, on a pu se retrouver sur les terrains de Première Ligue. Mais Christian Benteke aussi. Ah oui, ok, oui, voilà. Du côté de Palace. Exactement, okay. Palace, Liverpool. Et ensuite Palace, et avec qui je suis toujours en très très bon terme et qui est un très bon pote à moi. Oui, il vient de signer du côté d'Al Wahda à Dubaï en plus, exactement. Donc t'es pas loin. Exactement. Tu le vois souvent, tu fais souvent des paddles avec lui, je sais qu'il adore jouer au paddle. Ouais, non, il kiffe le paddle. Mon premier paddle, c'est avec lui. Il m'a engrainé. Et quand il était à Dubaï en vacances, et je l'ai rejoint, on a fait une petite partie sympa. Mais c'est dingue, tu sais que tous les joueurs de foot maintenant, ils sont sur le paddle à fond. C'est une folie ce truc. Ouais. Comment c'est possible d'avoir autant de passion, autant de joueurs de foot aujourd'hui qui se rejoignent pour la même passion sur le paddle? Qu'est-ce qui se passe avec ce paddle? Les footballeurs, ils ont trouvé une nouvelle passion dans le paddle ou Ouais, non, après moi, je m'y suis pas encore mis, personnellement. Mais non, c'est vrai que le paddle prend pas mal d'ampleur. Pas que les sportifs, hein. Pas que les joueurs de foot. Beaucoup de personnes se dirigent vers ce sport. Ouais. Peut-être que moi aussi, je vais trouver le link dans les mois à venir, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ah, mais toi, t'es toujours, d'ailleurs, c'est un des thèmes de cette émission, évidemment, le Mamadou Sakho businessman. T'es toujours dans l'idée de dire comment est-ce que ça peut porter ses fruits, à quel point ça peut être un vecteur business intéressant, etc. T'es toujours aussi dans ce mindset. C'est vrai que le paddle, c'est quand même le sport qui est le plus en émergence. Tu vois ce que je veux dire sur le point de vue business? Oui, 100%. Après, c'est pas question de business ou quoi. Moi, c'est plutôt l'entrepreneuriat que j'affectionne. C'est de créer des choses, c'est de créer des équipes et c'est de bâtir des choses solides. Voilà, c'est vraiment ma vision. Quand j'ai commencé le football, et voilà, mon objectif, c'était de construire quelque chose de solide pour ma future progéniture. Dans l'immobilier, aujourd'hui, à mon humble niveau, j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pour ambition d'accompagner pas mal de clients, pas mal de sportifs, pas mal de profils différents à aussi se construire un patrimoine sympa. Il y a quelques jours, tu as pris une décision extrêmement importante. Je me doute qu'elle était mûrie depuis longtemps, mais tu l'as annoncée. C'est la décision d'arrêter ta carrière. C'est d'ailleurs, je pense, la première interview one-to-one que tu donnes après la fin de ta carrière. Je te remercie d'ailleurs pour cette confiance. Le timing tombe bien, donc ça fait vraiment plaisir. Comment tu t'es senti le jour où, ça y est, ça a été publiquement lâché,
Mamad n'est plus un joueur de foot? Bah, franchement, pour ma part, je me suis senti très bien. Parce que ça n'a pas été fait dans le sens où j'avais un dernier match à jouer et ça y est, le rideau se ferme. Non, j'ai eu la chance de pouvoir anticiper tout cela. Depuis 3 ans et demi, je travaille sur mes boîtes Mhm, que j'ai pu stabiliser, mettre en place. Donc vraiment, pour moi, c'était simplement quelque chose de logique et de naturel. Voilà. Parce que j'ai aussi préparé les choses dans ce sens-là. Pour moi, rien n'est éternel. Quand tu as la chance de pouvoir vivre de ta passion pendant autant d'années dans le monde professionnel, voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai mhm. donné tout ce que j'avais ouais, tout ce que j'avais à donner dans le football, sur le terrain, aux supporters, dans les différents clubs dans lesquels je suis passé. Et à un moment donné, il faut savoir fermer le livre Mhm. et en ouvrir un autre. Oui, tu as créé également Saco Properties, qui est une boîte d'investissement liée à l'immobilier, mais pas que. Vous faites également de la conciergerie. J'ai eu l'occasion de participer à des réunions pour voir un peu ce que vous faites. Et vraiment, sincèrement, j'étais hyper intéressé, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. D'où est venu vraiment ce petit clutch dans ta tête de dire, mais en fait, maman, moi, ce que j'aime, vraiment, je me suis quasiment découvert une nouvelle passion, c'est entreprendre, quoi. Bah, c'est pas une nouvelle passion. Ok. C'est juste que j'ai eu la chance de baigner dans le monde de l'entrepreneuriat grâce à des amis voilà, qui sont dans des secteurs différents. Mhm. En tant que sportif, voilà, j'ai aussi essayé de mettre à l'abri les miens le plus rapidement possible. Donc, j'ai acheté mon premier bien, mon premier investissement dans l'immobilier à l'âge de 17 ans. Donc, je ne me suis pas réveillé comme ça et sur un coup de tête, je me suis dit, tiens, j'allais créer une boîte, j'allais me tourner vers l'immobilier. Non, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 20 ans Mhm. maintenant et voilà, et aujourd'hui, j'ai envie de mettre cette expérience, cette expertise accompagnée de professionnels du secteur, du métier, que ce soit avocat, fiscaliste et tout ce qui en suit, pour justement accompagner les clients à acquérir le bien idéal et à se construire un patrimoine immobilier solide. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant parce que ce qu'on dit souvent d'une fin de carrière, c'est que c'est une petite mort. C'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Mais toi, dans ce que je vois dans ton développement, tu n'as jamais vraiment eu un stop. C'est-à-dire que tu as toujours évolué naturellement vers des choses qui sont les tiennes, en fait, qui sont tes projets, qui sont ce que tu mets en place, dont tu as parlé, etc. Tu n'as jamais eu ce contre-coup, tu l'as jamais vraiment ressenti, en fait. Tu as toujours navigué dans tes mouvements. Tu as toujours été en mouvement, en fait. C'est C'est ça? ça, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été en mouvement parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Je suis quelqu'un qui ouais, en fait, j'anticipe tout simplement parce que la vie est faite ainsi. Il y a combien d'employés qui, je sais pas, arrivés à 50 60 ans, ils se rendent compte qu'ils ont fait 6 7 8 métiers différents pendant 30 40 ans de leur vie. Donc, le sportif aussi a justement un temps limité d'action Mhm. dans son sport, dans son domaine. Et à un moment donné, il faut forcément se réinventer. Ça fait partie du cycle de la vie. Mais comment on se réinvente, Mohamed? Bah, chacun à sa manière, vraiment chacun à sa manière. Moi, j'ai simplement essayé de m'éduquer un maximum financièrement sur différents business, comprendre comment se passait justement le monde de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Et voilà. Et après, voilà, petit à petit, j'ai créé mon équipe autour de Mhm. moi qui m'accompagne aussi parce que voilà, je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre le sportif de haut niveau et le monde du business. Mhm. Parce qu'il faut que tu crées une équipe solide et il faut que chacun reste à sa place et joue bien sa partition, comme sur un terrain de foot, un attaquant, un défenseur, un milieu. Mhm. Et au-dessus de ça, il faut un coach, donc un dirigeant, un chef d'orchestre. Donc voilà, pour trouver la meilleure alchimie, pour que l'équipe soit le plus efficace possible, que ce soit sur le terrain ou au bureau, c'est le même mindset pour aller Mhm. chercher du résultat ensemble. Des fois, vous perdez ensemble, des fois, vous gagnez ensemble. Donc au final, quand tu regardes l'état d'esprit que j'ai pu avoir dans le monde du sport, m'aide aujourd'hui à justement bâtir mes équipes et avancer.
Est-ce que ça trouve sa source dans ton histoire, dans ta vie, cette capacité à peut-être déjà, quand tu étais joueur, investir tes premiers deniers, elle t'est venue d'où cette fameuse prise de conscience? Cette idée de dire, bah voilà, maintenant il faut que mon argent soit investi, qu'il soit investi correctement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui a fait en sorte que tu t'es dit, bah maintenant il faut continuer à grow up, comme on dit, et justement, au cas où, pour se protéger aussi. Bah, pour ma part, j'ai eu une enfance assez précaire en France. Bon, je le dis, mais après, voilà, c'est une réalité. Je le dis avec beaucoup de pudeur. Mhm. Quand j'étais jeune, c'est vrai que mes parents sont originaires du Sénégal. Ils ont immigré en France pour justement avoir une meilleure vie. Mhm. Donc jeune, moi, quand je suis né, j'ai vécu dans des tentes, j'ai vécu dans la rue à Paris, j'ai nettoyé les vitres de voitures, etc. Mais c'est ce qui m'a forgé, je pense. Je pense que quand j'ai eu la chance de toucher mon rêve, donc de pouvoir intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain, bah, je me suis dit que c'était maintenant. C'était maintenant qu'il fallait... enfin, c'était une opportunité pour moi de, un, vivre de ma passion et deuxièmement, pouvoir aider mes proches, aider les miens. Donc voilà, j'étais déterminé à réussir. Et ensuite, je me suis dit, bon, il faut... Enfin, vu que je savais ce que c'était d'avoir froid, d'avoir faim, je me suis dit, en fait, il faut tout de suite essayer de préparer au mieux possible l'avenir de l'après-foot dès 17 ans. Mais souvent, quand on entend ce type d'histoire, il y a l'inverse qui vient, c'est-à-dire que les joueurs qui réussissent très 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 vite ont tendance à gaspiller beaucoup leur argent. Tu vois, en disant, bah, en fait, j'ai envie de montrer que je suis quelqu'un et tout cet argent-là, je ne l'avais pas. Donc maintenant, je veux, entre guillemets, montrer que je suis quelqu'un. Et à travers ça, je dépense beaucoup d'argent de manière un peu ostentatoire. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. T'as vécu, t'es passé par cette étape-là? Franchement, pour moi, c'est simple. Ça dépend de l'éducation. Non, je ne suis pas passé par cette étape-là. J'ai su, en tout cas, me faire plaisir quand il Mhm. le fallait. Mais j'ai toujours pensé à investissement. En fait, pour moi, c'est des gens qui sont complexés. En fait, le complexe, c'est quand tu n'as pas eu, tu veux montrer que tu as. Non. Moi, j'ai jamais vécu pour le regard des gens. Et même encore aujourd'hui, je ne vis pas pour le regard des gens. Il faut simplement être conscient de tes capacités et tu vis comme tu l'entends. Il ne faut pas vivre pour ce que les gens veulent que... Non. En fait, aujourd'hui, moi, des fois, je voyage en éco avec mes enfants. Non pas parce que j'ai pas les moyens financiers, mais parce que j'ai envie d'éduquer mes enfants de cette manière-là. De temps en temps, je vais les faire voyager en business, mais souvent en éco. Parce que j'ai pas envie que mes enfants s'habituent que à la business, parce qu'ils ont la chance que leur papa a réussi dans le monde du sport. Et pourquoi? Parce que bah, moi, jeune, je ne voyageais pas déjà. Donc pour moi, c'est une chance de voyager. Alors donner, pour ma part, une habitude à mes enfants d'être que en business depuis leur plus jeune âge jusqu'à leurs 18 ans, et le jour où papa est plus là, qu'ils doivent voyager avec leurs copines demain à 20 ans, 22 ans, bah, je veux pas que ça soit ma fille qui fasse des chichis en disant ah ben non, moi j'ai toujours voyagé qu'en business. Hein. Non, ben non. Tu voyages avec tes copines et c'est quelque chose de normal. Donc pouvoir s'adapter à tous les milieux, c'est les outils que j'essaie de donner à mes enfants dans mon éducation, dans ma manière de faire. Et voilà, faut pas vivre pour les gens, non. Tu vis en fonction de ce que tu as envie, toi, ce que tu as envie de transmettre à tes enfants. Ça n'empêche que si je voyage en écho avec mes enfants sur un vol, que j'atterrisse et que j'ai un Ferrari qui m'attend sur le tarmac. En fait, non, mais c'est la vérité. Mhm. C'est juste que tu te fais plaisir parce que tu t'achètes tes voitures de rêve. Mais c'est pas pour le prouver, en fait. C'est juste parce que tu kiffes. Je comprends la nuance. Ouais, t'as toujours eu conscience du reflet qui tu étais. J'ai toujours gardé mon éducation, en fait. Il faut pas... Voilà, moi, j'ai toujours... ouais, on m'a appris à être humble, en fait. À être humble, savoir se faire plaisir, Mhm. mais en étant humble et pas écouter les autres. Parce qu'en fait, personne m'a aidé quand j'étais dans la rue. Personne est venu, entre guillemets, me sortir de la rue. C'est la réalité. Donc pourquoi aujourd'hui je vais écouter ou prêter attention à ce que les gens pensent de moi? Tu penses du bien, tant mieux. Tu penses pas du bien, trace ta route. Tu ne m'intéresses pas, réellement. Mhm. Parce qu'en fait, au moment où tu as besoin, où j'ai eu besoin, il n'y avait personne.
Donc, c'est pas quand je me suis construit, quand j'ai fait mon parcours, quand j'ai vécu mes moments difficiles, quand, en toute humilité, j'ai pu acquérir, voilà, moi, j'allais dire le peu que j'ai pu acquérir euh, par la grâce de Dieu. C'est pas aujourd'hui que je vais écouter le conseil de quelqu'un. Mhm. Mets des chaussures rouges, mets des chaussures vertes. Non. Ok. T'as jamais dû te protéger du regard des autres? C'est pas quelque chose qui Non, t'est déjà arrivé? pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Ah, Et parce ça que... continue. Hein. Aujourd'hui, je suis le même. Je ne change pas. Ok. Moi, un mauvais commentaire, en fait, je vois même pas. Parce qu'en fait, je me suis protégé de ça depuis le plus jeune âge. Vraiment. Tu sais, j'ai malheureusement perdu mon père quand j'avais 13 ans. Et en fait, ça m'a donné un regard sur le monde, sur l'être humain. Tout de suite, en fait, j'ai pris 20 ans. Donc non, aujourd'hui, la médisance des gens ne m'intéresse pas. Voilà, moi, je respecte tout le monde. Je parle pas des gens. En fait, j'ai pas le temps de parler des gens. Tu sais, ceux qui parlent des gens, pour moi, c'est ceux qui ont pas mieux à faire. Tu vois. Quand tu te lèves et que tu as des objectifs et que tu as une équipe à gérer, je sais pas, tu sais, tu t'occupes de clients, donc faut que tout se passe parfaitement. T'as pas le temps de regarder les autres. Tu comprends? Mhm. Donc ma philosophie, c'est ça. Le jour où je perds du temps à parler de quelqu'un, en bien ou en mal, c'est que vraiment, je suis Mhm. tombé au plus bas. Ouais. Mais tu sais, même dans ton approche business, je trouve que tu es toujours très... t'es le défenseur que tu étais sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de capitaine, de venir d'haranguer les foules, de venir même protéger un peu les partenaires. En fait, j'ai l'impression que les outils que toi, tu as utilisés quand tu étais joueur, qui sont des qualités réelles qu'on utilise quand on est footballeur, tu as réussi à les transposer dans qui tu es en fait, tu Ouais. vois, pour le développement de tes activités, mais surtout pour la personne que tu es, parce que quand tu me parles de ce que tu fais avec tes enfants, etc., ben moi je vois par exemple peut-être un défenseur central de 30 piges qui doit accueillir un petit du centre de formation qui a 17 ans et venir l'accueillir et le faire grandir aussi dans l'effectif, quoi. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. En fait, c'est juste un mindset de bienveillance. C'est tout. Quand tu es bienveillant avec les gens, tu vois, aujourd'hui dans mon business, je cherche pas à faire de la quantité. Ça ne m'intéresse pas. Mais de la qualité. Donc quand je dis que tu peux... Enfin, je te dis ça comme ça, mais c'est vraiment pour imager la chose. Hein. Et tu sais, quand tu es chez Zilli, par exemple, qui est une très belle marque que je porte d'ailleurs, quand tu es chez Zilli et que tu es chez H&M, les deux marques vendent des vêtements. Mhm. Mais c'est pas la même qualité de service. Pourtant, les deux font du chiffre, les deux sont, enfin voilà quoi, font des millions d'euros et tout. Mais c'est juste, c'est pas la même qualité de service et tout. Donc aujourd'hui, euh, moi, je me comporte vraiment dans un état d'esprit comme ça. La société immobilière que j'ai montée, j'accompagne des clients à tout budget, qui Mhm. commencent à 150 000 euros sur un paiement plan de 3 ans. Mhm. Mais mon accompagnement, l'exigence que j'ai mis dans mes boîtes, c'est que le client se sente à la maison. Voilà. Donc, ça soit un client qui veut acheter un bien à 150 000 euros, prix de Mhm. départ, sur un studio par exemple, un autre client qui veut acheter un bien à 10 millions d'euros, c'est exactement le même traitement. Vraiment. Donc, en fait, c'est ça. Donc, la différence que j'emmène, en tout cas moi, sur le marché, c'est ce que moi, j'ai pas eu quand on me prenait pour un client il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, où on me harcelait, on m'envoie 10 000 brochures, ou quand tu es un client potentiel, en fait, on va te pousser à acheter vite. Attends, vite, il reste 48 heures pour faire le paiement. Bah non. En fait, moi, j'en veux pas de ça. Je veux que les clients se sentent bien. Ce que j'aimerais pour moi, c'est ce que je propose aujourd'hui à mes clients. On négocie pour les clients. Ça veut dire que même si ça impacte la commission qui est payée par le développeur, c'est pas un problème pour nous. C'est juste que le client soit content. Parce qu'un client content t'en emmène un autre, il te recommande et te recommande. Donc voilà l'état d'esprit. Donc je dis toujours, j'ai pas de concurrence. J'ai pas de concurrence. Dans mon cerveau, vraiment, j'ai pas de concurrence. Mhm. Peut-être que eux, enfin certaines boîtes, je suis un concurrent pour eux, mais pour moi, non, j'ai pas de concurrence. J'ai mon bébé avec un état d'esprit qui même me suivent et où je suis, ils peuvent pas et où ils sont, j'en veux pas.
Pourquoi il faut investir à Dubaï en 2026? Pour moi, l'investissement, il est propre à chacun. Je dis pas aux gens qu'il faut investir à Dubaï. Je dis juste investissez. Investissez là où vous vous sentez bien. Il y en a qui vont se sentir bien en France. Mais toi, tu D'autres. vends plutôt Dubaï, on est d'accord? Je réponds à la demande du client là où il a besoin. Non, mais ça veut dire que si moi je t'appelle, je te dis demain il me faut une villa à Marrakech, tu vas la chercher aussi. Bah, en fait, je suis implanté à Dubaï, mais j'ai des partenaires au Maroc, Ok. au Sénégal, dans le sud de la France, à Megève, à New York, à Miami, etc. Donc oui, je réponds à la demande du client. Tu fais du sur-mesure. Je fais du sur-mesure. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis différent des autres boîtes. On est basé principalement à Dubaï. Évidemment, à Dubaï, j'ai des équipes sur place. Voilà, on a les bureaux à Dubaï. Mais je réponds aussi à la demande de mes clients à l'international. Donc, bienvenue chez Saco Properties. Mais pourquoi Dubaï, par exemple? Pourquoi Dubaï? Parce que aujourd'hui, c'est là où je me sens le mieux. Clairement. Je me sens le mieux avec ma famille. Au niveau de la sécurité, je me sens très bien. Il fait bon. Les écoles sont top. C'est un pays qui est pour moi central, pas loin de l'Afrique. 4, 5 heures de l'Afrique. L'Europe, pareil. Tu peux aller en Asie. Pour moi, c'est un hub. Et voilà, c'est un pays aujourd'hui qui est ouvert en fait. C'est ouvert. Quand tu vas revendre un bien, quand tu acquérir un bien et que tu veux revendre, bah, je sais pas, tu vas avoir un Ouzbek qui va passer visiter, après ça va être un Congolais, après ça va être un Américain, un Espagnol. En fait, c'est juste, C'est un pays mondialisé. c'est numéro 1 sur TripAdvisor depuis 3 ans, je sais pas, c'est un pays qui bouge, quoi, dynamique, il fait bon vivre, tu te sens en sécurité. Tu sais, ma femme, elle marche dans la rue avec un Hermès, j'ai pas de crainte à me dire, elle va se faire arracher, par exemple. Donc rien que cette paix, cette tranquillité d'esprit, où mes enfants peuvent jouer en bas et j'ai pas de crainte, bah ouais, ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Mhm. Et toi, tu as fait le choix d'aller vivre là-bas définitivement. Ça veut dire que tu es considéré comme un résident dubaïote? Ouais, c'est ça, Ok, exactement. Ouais. Je suis résident aujourd'hui émirati. t'es bien, J'ai pas t'es le bien. passeport émirati, attention, mais ouais, j'ai le Golden Visa, donc qui te permet d'être résident 10 ans avec le Golden Visa et ça me permet de sponsoriser aussi ma famille, mon chauffeur, etc. Ah ok, d'accord, Ma c'est famille, pratique. ma nanny et tout. Ouais. Et je voulais, justement, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu es relativement convaincu par le modèle qui est celui des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient qui est en train d'évoluer d'une manière générale. Moi, j'ai souvent une réflexion sur le développement du Moyen-Orient à travers le football, je le vois beaucoup, mais c'est surtout dans la façon dont ils sont en train de mettre en place les choses au niveau mondial dans tous les secteurs économiques possibles. Et ça fait évidemment écho aux propos de Mohamed bin Salman, qui est le prince héritier, le patron, le roi de l'Arabie Saoudite, qui avait, lors d'une conférence, clairement énoncé, il y avait d'autres pays arabes à côté en conférence, dans une espèce de conférence politique qui se tenait, d'ailleurs je pense qu'elle se tenait aux Émirats, Je me souviens. et il a dit, aujourd'hui, c'est la nouvelle Europe. Mhm. Est-ce que toi, tu crois justement, est-ce que à ce potentiel vraiment de développement dans tous les aspects d'ailleurs de la vie pour une nouvelle Europe? Est-ce que ça va devenir la nouvelle Europe? Mais quand tu dis la nouvelle Europe, ça signifie quoi? Ça signifie que l'Europe a mis des années à se construire et aujourd'hui a atteint un certain niveau de maturité, que ce soit au niveau de ses sociétés, que ce soit au niveau au prix du mètre carré par exemple. Quand on regarde Paris, le prix du mètre carré a quand même atteint un prix assez, assez astronomique, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc oui, quand il parle de Nouvelle Europe, j'y crois. J'y crois parce que quand on regarde par exemple Dubaï il y a 20 ans et que le cheikh de Dubaï est venu et a annoncé les projets qui allaient avoir lieu dans son pays sur du sable, hein, sur le désert, Mhm. les meilleurs constructeurs et enfin ceux qui construisent le mieux, j'allais dire les plus grandes villes dans le monde, hein, New York, Londres, Paris, Henri, ils se sont dit mais de quoi il me parle? Ils sont foutus de lui, quoi. Mais
qu'est-ce qu'il nous raconte? Dans le désert, il va nous mettre des towers, il va nous faire le Burj Khalifa et il va nous faire la palme sur l'eau. C'est vrai, ils se sont moqués de lui. Quelques années après, quand on regarde ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Donc, aujourd'hui, quand on voit la vision 2030, ceux qui y croient, ils peuvent. Ceux qui n'y croient pas, pareil. Mais le monde bouge, le monde évolue. Ceux qui ont investi à cette époque-là, vous imaginez même pas la plus-value. Donc l'investissement, je dis toujours, il est propre à chacun. Il y en a qui vont y croire, d'autres non. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas forcé. Moi, je dis pas aux gens, venez investir à Dubaï, non. Je dis juste, ceux qui ont besoin d'informations et qui veulent comprendre comment le marché se passe, ils peuvent faire appel à nous et on les éclaircit. Et ensuite, ils peuvent passer à l'action. Mamad, c'est absolument passionnant. On se retrouve dans quelques instants pour ceux qui nous suivent sur LN24. Ce sera juste après ceci. Tout à l'heure, on discutait un petit peu en coulisses et on se fait, entre guillemets, une question qui est un peu de l'ordre de l'œuf ou la poule. Est-ce que le plus important, quand tu veux acheter un bien ou que tu veux faire un investissement, c'est l'envie qui est plus importante, doit être plus importante que le besoin? Tout dépend du profil, je dirais. Tu vas avoir des sportifs qui sont en pleine carrière, qui ont envie d'investir, ils ne savent pas par qui passer. Donc, est-ce qu'ils en ont besoin tout de suite? Je te dirais, ça dépend de qui, ça dépend du salaire, ça dépend du nombre d'années de contrat qui reste. Donc, moi, je vais vraiment être précis sur ces détails-là, quitte à faire une audit sur le joueur, sa capacité financière, s'il a déjà des prêts en cours, etc. Donc, c'est vraiment un travail profond et de bienveillance, en fait. Je me comporte comme un grand frère qui veut conseiller au mieux possible les plus jeunes pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Justement, c'est quoi la plus grande erreur que toi, tu as pu faire avec ton argent? Franchement, la plus grande erreur que j'ai faite avec mon argent, je te dirais, sans prétention, j'ai fait des erreurs. Non, il faut que tu nous donnes 2-3 dingueries, c'est non, sûr. mais en fait, les erreurs que j'ai faites, c'était plutôt de la confiance. La confiance envers des personnes où tu te dis, non, lui, il peut pas. Tu vois? Après, très sincèrement, ouais, ça a même pas. Enfin, après, voilà, j'ai eu la chance de très bien gagner ma vie. Donc, c'était pas des sommes excessives pour moi. Vraiment, en toute humilité, encore une fois. C'était des belles sommes dans la vraie vie. Mais voilà, ça m'a pas empêché de vivre et de manger, tu vois. Mais c'est juste la déception de l'humain, tu vois. Où tu vas confier, je te dis n'importe quoi, que ça soit 20 000 euros, que ça soit 50 000 euros, que ça soit 100 000 euros, à des personnes où tu te dis, mais non, lui, il peut pas. Tu vois? Et voilà, c'est juste ça. Mais c'est bien, parce que d'un autre côté, tu apprends. C'est des belles leçons de vie. Et c'est ce qui fait que tu deviens mature et c'est ce qui fait que tu as envie de contrôler au fur et à mesure du temps toi-même ton argent parce que tu le gagnes grâce à sur ton front, tu vois. C'est important que tu serves aussi d'exemple et que tu montres, par exemple, aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que ce soit sur les réseaux ou même en télé, d'expliquer un peu peut-être toi, ton parcours. Quelles sont les bêtises que toi, tu as faites, par exemple? Tu as gaspillé dans quoi? Bêtises, franchement, je dirais pas bêtises. En gros, c'est quoi? Ouais, tu peux croire en certaines startups, par exemple, quand tu es plus jeune, tu vois. Il y a des startups où tu vas pas forcément toi-même prendre le temps de faire l'analyse, tu vois. Donc, tu vas envoyer, je sais pas, 30, 50 000 euros dans un projet où tu dis, tiens, c'est cool. Il y a des gens qui vont venir te voir avec des dossiers pareils, sur des projets où tu dis, putain, c'est sympa et tout. Mais au final, tu vas investir un billet, je sais pas, 100K par exemple, tu vas mettre 100K. Le projet ne va pas voir le jour, mais ça, c'est quand tu es plus jeune. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient me voir avec un dossier, je lui demande la première question, c'est est-ce que tu mets de l'argent? Si la personne met aussi sa responsabilité financière, là, je le prends un peu plus au sérieux. Parce que ça montre son application. Parce que ça montre son application. Tout le monde peut venir avec des dossiers, blablabla, mais sans argent, excuse-moi, mais ton projet reste aux chiottes. Et c'est réel. C'est un fact. Tu vois? Donc voilà, c'est des détails comme ça, en fait, qui m'ont aussi appris à gagner de l'expérience. Tu vois? Donc c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je vais être un accélérateur
auprès de la nouvelle génération, tu vois, de leur dire, hey, ce que nous on a fait comme erreur, les gars, vous allez les éviter. Donc vous allez gagner 10 ans, 15 ans d'expérience pour éviter que vous fassiez ces erreurs-là. Et ça n'a pas de prix. Parce que tu vas pas voir, je sais pas, tu vas pas voir quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, tu lui dis, tiens, donne-moi tes 20 ans d'expérience, ça coûte combien? Pas quantifiable. Oui, mais ça, par contre, ça se monnaie. Ça se monnaie. Par contre, ouais, parce que si tu dois appeler quelqu'un pour une conférence et tout ça, tu sais que tu vas apporter une plus-value. C'est ce qu'on appelle le consulting. Bien sûr, tu vas partager ton expérience, mais je pourrais jamais te donner. En fait, ce que tu n'as pas vécu, enfin, ce que j'ai vécu, tu pourras jamais le vivre. L'immatériel est toujours je pourrais te le partager d'une manière ou d'une autre, mais tu pourras jamais rattraper mes 20 ans. Tu pourras jamais rattraper. En fait, tu pourras jamais vivre dans ta chair. Ce que j'ai vécu à 13 ans, quand j'ai perdu mon père. Même si tu as encore le tien et que quoi qu'il arrive, un jour tu le perdras aussi, parce que ça fait partie du cycle de la vie, malheureusement. Mais même si tu perds ton père à 30 ans, c'est pas 13 ans. 30 ans, tu as peut-être déjà des enfants. Il a peut-être déjà passé du temps avec toi, donc tu es mature. Tu comprends ce que je veux dire? 13 ans, non. C'est pas la même chose. Donc tu peux pas vivre la même chose. Donc les 20 ans d'expérience que j'ai pu acquérir, ouais, je sais pas, tu vois, te partager le fait d'être capitaine Paris Saint-Germain à 17 ans au Parc des Princes, tu vois, c'est 20 ans qui pour moi n'ont pas de prix. Et attention, je parle de moi parce qu'aujourd'hui je suis le principal concerné, mais ça vaut pour tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, quand j'ai la chance d'échanger avec le patron des maisons Albar, Jean-Bernard Falco, pareil, son expérience pour moi elle est exceptionnelle. C'est des gens qui ont bâti des choses vraiment exceptionnelles et qui partent de rien à la base. Hein. Aujourd'hui, sa boîte est valorisée à des milliards. Et moi, c'est de ce genre de personnage-là que je m'inspire. T'as changé d'idole avec le temps? Bah, pas avec le temps, c'est juste que je me suis toujours inspiré de personnes différentes. Avec le sport, oui, mais à côté de ça, je regardais aussi énormément d'entrepreneurs qui m'ont inspiré de par leur mindset, de par leur parcours. Pour moi, je trouve ça fou de bâtir des choses en partant de rien, tu vois. Moi, dans le football, quand j'ai débuté, j'avais tout pour ne pas réussir, en fait. J'avais pas de contact, je dormais dans des lieux voilà, insalubres. Enfin, voilà. Et au final, I make it. Je l'ai fait, par la grâce de Dieu. Mais je l'ai fait. Donc, pareil pour l'entrepreneuriat. Tu as des mecs qui démarrent de rien, avec une idée, avec 2, 3, 5 000 euros en poche. Ils arrivent à créer un truc, et next step, et ils lèvent des fonds, et à un moment donné, ils deviennent big. Et les gens vont parler d'eux juste quand ils sont big. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il a fait. C'est quoi le parcours? Quel est le mec qui te fait le plus vibrer dans le parcours? Le storytelling te parle le plus? À quel niveau? Businessment parlant, businessment... dans la ligne de ce que tu expliques. Businessment parlant, je sais pas, par exemple, Jérôme Chabin, IAD, il a créé un truc exceptionnel. Jérôme Chabin, pour moi, c'est ouf. Là, je viens de te parler de Jean-Bernard Falco, par exemple. Je sais pas, pareil, t'as des profils comme Yerimso, c'est un entrepreneur sénégalais qui, pareil, il a eu un parcours exceptionnel. Je sais pas moi, des parcours, il y a qui encore qui... ah oui. Ah, comment il s'appelle? C'est incroyable comme j'ai la sensation de parler à un autre homme que le joueur qu'on a tous regardé, qu'on a tous aimé, l'homme qui a mis le but contre l'Ukraine, etc. C'est incroyable, quoi. Attends, il y en a un aussi là que je kiffe de fou. Lui, il a créé en fait des machines qui opèrent, si je me trompe pas, le foie ou le cancer. Enfin, ouais, non, je crois que c'est le foie. C'est ça, il a créé des machines. Ah, je trouverai son nom tout à l'heure et je te dirai. Et lui aussi, son parcours, il est juste exceptionnel. Il est trop fort. Moi, il y a des images qui m'ont marqué, notamment, que vous avez mises en scène, notamment avec Sako Properties. C'est le fait que tu rencontres Kingsley Coman, tu rencontres Bradley Barcola, tu les vois, tu fais des réunions avec eux. Est-ce qu'eux, ils ont déjà conscience que ce sont des actifs, qu'il faut se développer, parce qu'ils sont très matures sur le terrain, ils ont grandi, ils ont développé des choses exceptionnelles, mais... peut-être qu'en dehors, ils ont encore des choses à apprendre, quoi. Bah, très sincèrement... Qu'est-ce qui t'a marqué en les rencontrant?
Bah, ce qui m'a marqué, c'est oui, ça va être la maturité des uns et encore l'insouciance de certains. Donc c'est ça, c'est que tu vois vraiment différents profils. Évidemment, sur le terrain, ils ont tous leurs qualités, hein, on le voit tous les week-ends, des joueurs exceptionnels, mais une éducation financière, elle n'arrive pas comme ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je me suis... En fait, je me suis éduqué. J'ai été formé, on est formé à devenir des footballeurs professionnels. Un avocat a un parcours pour devenir avocat. Je prends un avocat ou je prends un juriste, je le mets au Parc des Princes, je lui mets un ballon entre les jambes, je lui dis, va aller joue, il va pas y arriver devant 40 000 personnes, mais c'est réel. On va dire, ah ben il est nul. Bah ouais, il n'a pas fait de centre de formation, il n'a pas eu mon parcours. Donc comment on peut juger des sportifs en attendant d'eux à ce qu'ils deviennent, eux, gestionnaires de patrimoine? Tiens, t'as 100 000 euros, tiens, fais ça, oui, oui, non mais c'est bien, il faut mettre l'argent là. Mais comment? C'est juste inconscient. On ne peut pas attendre de jeunes joueurs qui puissent gérer de leur argent à 19 ans, 20 ans. Ils n'ont pas eu ce cursus, ils n'ont pas eu ce parcours, ils n'ont pas eu... En fait, personne leur a appris, c'est réel. Donc, Mais personne n'est prêt à gagner autant d'argent aussi jeune aussi. mais personne, ni un sportif, ni un jeune lambda. Donc il y a plein de parents aujourd'hui qui crachent sur les sportifs et moi je suis un peu le porte-drapeau de dire stop en fait. Stop. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte. Pour d'abord les accompagner, qu'à la fin, qui en est de moins en moins, qui soient là, entre guillemets, à tirer un peu la langue, quoi. Donc tu penses qu'on juge à tort le footballeur et ce qu'il fait de son argent? C'est pas qu'on juge à tort, c'est qu'on juge. C'est pas à tort parce qu'il y en a plein qui arrêtent la carrière et qui finissent malheureusement banqueroute, concrètement. Mais parce que c'est un fact. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel, c'est un fact. Donc oui, ils peuvent le juger. Mais aujourd'hui, qui donne réellement des solutions? Qui veut vraiment accompagner ces sportifs avec bienveillance sans que le sportif, après 10 ans, il se rende compte que le gestionnaire de patrimoine à qui il a fait confiance l'a entubé? Où il se rend compte qu'il a envoyé de l'argent à son frère pendant 10 ans de sa carrière pour qu'il lui construise sa maison en Espagne, au Portugal, au Sénégal, au Maroc, et que son frère l'a entubé. Et En fait, c'est ça. La réalité de l'argent, c'est que ça change les gens autour de toi. Et il y en a, dans leur famille, c'est leurs parents qui les ont entubés. Il y en a, c'est leurs frères. Il y en a, c'est leurs meilleurs potes. Il y en a, c'est leurs femmes. Donc, à un moment donné, le sportif, à qui il va faire confiance? C'est réel. Ce que je vous dis là, c'est un fact, encore une fois. C'est juste des choses qui arrivent et c'est juste la vérité. C'est pas le rôle de l'agent de s'occuper de tout ça? L'agent, à partir du moment où tu vas avoir, encore une fois, c'est différent. Avec des joueurs, avec l'agent, ça se passe très bien. Il peut mettre en place justement un gestionnaire de patrimoine, ça se passe très bien. Avec d'autres familles, quand l'agent va se rapprocher du joueur pour lui dire « je vais m'occuper de tes finances », c'est la maman ou le papa qui va intervenir. Non, 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 ton rôle c'est d'être agent, c'est nous qui allons nous occuper du joueur, parce que c'est mon fils. L'agent il va dire quoi au papa? Ou des fois c'est le grand frère qui n'a pas de formation, ni d'agent, ni de gestionnaire, mais parce que son frère... Toi, tu considères... Je comprends, mais toi, tu considères que l'agent doit s'occuper de ce type de business ou pas? Parce que tu as été joueur, tu as eu un agent. Tout va dépendre des agents. Mon agent, je l'ai eu à 12 ans. C'est pas un agent, c'est mon grand frère. C'est ma famille. Donc, moi, l'approche que je vais avoir dans mon histoire propre, de 12 ans jusqu'à la fin de ma carrière, c'est pas la même chose que d'autres personnes qui n'ont pas cette relation. Ils ont eu un agent à 12 ans, après ils en ont un autre à 16 ans, ils en ont un autre à 20 ans. Donc en fait, c'est volatile. Donc le rapport que moi je vais avoir, que moi j'ai bâti avec mon agent depuis que j'ai 12 ans, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, mon community manager depuis que j'ai l'âge de 17 ans, j'ai le même. Enfin, tu comprends pas. En fait, j'ai eu la chance de bâtir des choses long terme, solides. C'est pas le cas parce pour que tout le monde. Parce que t'es tombé sur les bonnes personnes. Mais parce que aussi j'ai peut-être eu la maturité de choisir les bonnes personnes. Ok. Ah. Pourquoi forcément tu comprends? Combien de joueurs qui malheureusement c'est pas le cas. Donc c'est un peu des deux. J'ai peut-être eu la maturité de sentir ou de choisir les bonnes personnes et ces bonnes personnes, on a eu des relations saines. Saines. C'est pas le cas chez tout le monde. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir une partie de ta vie qui a été volée par le football? Non.
Pas du tout. La naissance de tes enfants, Non. le fait de ne pas pouvoir aller voir des amis, le fait de ne pas pouvoir assister à des fêtes familiales. Je sais que tu es hyper famille, c'est vraiment un truc qui te caractérise à mort. Je sais que, enfin, je crois que avec justement Omar Sy et sa compagne, toi, tu es le couple qui symbolise le plus avec ta compagne les développements familiaux, tu vois, d'entreprise. Et vous formez un duo incroyable. C'est Majda, c'est ça, Majda, ta c'est compagne? ça, exactement. Ouais, c'est à l'âge de 18 ans. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué aussi chez toi. C'est je me dis, vous faites deux, en fait. Tu vois? Bah, en fait, pour répondre à la première partie de ta question. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question sur ces fameuses étapes. Je dis, parfois, il y a des endroits où je dis, putain, j'aurais voulu y aller. Et en fait, je peux pas parce que ma vie est ainsi faite. Bien sûr, mais non. Pour moi, il faut... tu sais, ton parcours, il faut juste... il faut assumer, en fait, ton parcours, c'est tout. C'est comme ça. Faut pas pleurnicher. Donc non, moi, pour moi, j'ai aucun regret sur rien, vraiment. Non, non, mon enfance n'a pas été volée. C'est une chance que j'ai eue, même d'avoir eu ce parcours. C'est une chance pour moi d'avoir pu intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain après mes années au Paris FC. C'est une chance pour moi d'avoir pu bah, oui, prendre soin de ma famille grâce à mon métier. Dans la vie, tu n'as rien sans rien. Il faut une partie de sacrifice pour pouvoir atteindre des objectifs. Et la vie est faite de sacrifices. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, ils sont peut-être héritiers. Mais à part ça, personne remplit ton assiette. Quelqu'un t'appelle aujourd'hui, te dit « Allô, tiens, je t'ai fait un virement de 10 000 euros. » Tu lui dis pourquoi. Il te dit « Non, comme ça, cadeau. » Ça n'existe pas. C'est un fact, encore une fois. C'est réel. Donc, un homme se lève, retrousse ses manches et il va au charbon. C'est ce que j'ai appris, moi, depuis le début de ma vie, en fait. Dès mon plus jeune âge, à 13 ans, quand ton papa ferme les yeux, en fait, tu regardes et tu te dis, ouais, la vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas Melrose Place, mon gars. C'est réel. Tu vois? Donc, les responsabilités, il faut les assumer, il faut aller au charbon. Donc non, aucun regret. J'essaie de faire la part des choses, de passer du temps en famille, de passer du temps au boulot, de passer du temps avec mes amis, etc. Mais chaque chose en son temps. Et tu n'as jamais reçu ce reproche de la part de tes proches? Bah, ça peut arriver où je bosse énormément, je voyage pas mal. Au début, oui, mais après, elles l'ont compris. Non, mais c'est parce que moi, je vois tout ce que tu fais. Tu vois, je te suis. T'as vu, on se connaît. Je vois comment tu fais bouger les choses. Je me dis, mais à un moment donné, quand est-ce que tu trouves du temps pour toi en tant qu'être humain, quoi, tu vois? Non, c'est vrai qu'au début, oui, ils m'en parlaient un petit peu, mais une fois que je leur ai expliqué, après, mon caractère est fait ainsi, tu vois. Moi, j'ai l'impression que je suis en mission, tu vois. Pour moi, ma vie, c'est une mission. Je suis là pour accompagner du mieux possible les autres, j'essaye, nul n'est parfait, attention, j'essaye d'être le meilleur des papas, j'essaye d'être le meilleur des maris, j'essaye d'être le meilleur des amis, le meilleur des fils pour ma mère, j'essaye d'être le meilleur des patrons avec mes équipes. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, je suis en mission et j'essaie de ne pas faillir à aucun de mes sites. Et tu veux arriver où? Où je veux arriver Parce qu'il y a bien une genèse. Enfin, on a parlé du début des choses, mais t'as pas construit. Je suis certain que t'as pas construit tout ce que tu mets en place et planifié tout ce que tu fais sans avoir un objectif. T'as des targets. Non, tu veux aller où? Mon objectif, c'est la legacy. J'ai envie de léguer. Et léguer, j'ai envie que l'on retienne de moi. Oui, j'ai fait du sport. J'étais un bon défenseur. J'ai eu une belle carrière, une carrière même exceptionnelle. J'ai pas peur de le dire. De là d'où je viens, pour moi, j'ai eu une carrière exceptionnelle. Vraiment. Et je remercie Dieu pour ça. Non, ce que j'ai envie, oui, c'est ça. C'est que mes enfants gardent en souvenir des valeurs de travail de leur papa. Des valeurs d'humanisme. Que les gens se disent, ah oui, ton père, il a fait pour la communauté. Il a œuvré pour les pauvres. Il a œuvré pour les plus démunis. Et ouais, ton père, c'est un faiseur, quoi. Moi, je suis là pour ça. Je suis là, j'aime pas les blabla, quoi. Homme bâtisseur. Je suis un acteur, voilà. J'essaie d'agir
J'ai, avec mon association, parcouru des pays qui n'étaient pas le mien. Je regardais le globe comme ça, je dis, je vais là. Par exemple, je sais pas, en Afrique, j'ai fait, je sais pas, le Libéria, j'ai fait le Gabon, j'ai fait Guinée équatoriale, j'ai fait énormément de pays pour aller visiter des prisons, des hôpitaux, des orphelinats, etc. Parce que voilà, pour moi, ces gens-là ont besoin de soutien, que ce soit moralement ou matériellement, etc. Donc voilà, pas mal de choses. Mais ça fait partie de moi, tu vois, ça fait partie de mon lifestyle, c'est tout. Et j'ai envie que ouais, mes enfants retiennent ça de moi. Après, si je peux inspirer d'autres personnes avec grand plaisir, mais je suis pas là pour être un exemple. Qu'est-ce qui te reste à accomplir, du coup? Je suis là pour être une source d'inspiration pour ceux qui veulent. Mais je suis pas un exemple. J'aime pas ce terme exemple. Parce que pour moi, un exemple, c'est quelqu'un de parfait. Je suis pas parfait. Je suis un être Personne n'est humain. parfait de base. Voilà. Moi, je suis un être humain imparfait, donc je suis pas un exemple. Pour moi, je fais ce que je... Comme, tu sais, de la manière dont je conçois la vie. Si je peux inspirer, tant mieux. Si c'est pas le cas... Oui, mais c'est parce que tu veux que les gens n'attendent rien de toi. C'est-à-dire... Bah, si tu veux pas être un exemple et que tu veux pas être parfait, ça veut dire que tu veux vivre ta liberté comme tu es, Ouais. sans qu'on attende des choses de toi pour que tu sois ce que tu n'es pas. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'attends aussi rien de personne. Parce que la vie m'a montré que, voilà, il faut se faire soi-même. Mhm. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de ton équipe, avec... Mais si tu te lèves pas le matin et tu dis, hey, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, bah en fait, personne ne le fera à ta place, quoi. Et tu trouves les personnes avec qui tu as une alchimie, qui croient en ta vision, et tu avances. Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui était assez touchant. Tu m'as parlé de ton enfance et tes difficultés, la galère que tu as vécue. Ça t'arrive de ressentir encore une peur du manque ou pas? Parce que le manque, Non. tu l'as vécu à ce moment-là. Non, aujourd'hui, non, j'ai plus ce ressenti-là. Parce qu'en fait, quand tu l'as fait une fois, tu sais que tu peux le refaire. Avec mon mental de guerrier, maintenant, j'ai plus peur. Tu vois? Ouais, maintenant, je sais que je peux le refaire. Donc, je l'ai fait dans le sport. Je suis en train de commencer à le faire dans le monde du business. Donc, voilà. Ça y est. Il y a des choses que j'apprends beaucoup de choses avec toi, mais que j'aimerais bien apprendre aujourd'hui à travers cette interview. Ouais, C'est quoi cette sensation de manque? Parce que moi, à titre personnel, je suis un privilégié, je peux le dire, j'ai manqué de rien. bien sûr. Mais ce qui n'est pas ton cas, donc j'aimerais comprendre en fait. La sensation de manque. Oui, c'est quoi en fait ce que tu as vécu Bah, je sais pas, tu sais, c'est... En même temps, je peux pas trop en dire non plus, parce que je suis en train de faire un documentaire, tu vois, Ok, sur toute d'accord. ma vie. Mais non, mais c'est simple, c'est te lever le matin et... Enfin, moi, le petit-déj, par exemple, là, je sais pas, il est 16h, j'ai pas mangé. C'est pas parce que j'ai pas faim, c'est parce que je suis habitué à ne pas manger le matin. De par l'enfance que j'ai eue, tu vois. Moi, le petit-déj, je connaissais pas. Donc, en fait, j'ai pris cette habitude-là, j'aime pas manger le matin, tu vois. Quand je me couche dans un lit, j'arrive à l'hôtel et que la couette, elle est en dessous du matelas, j'enlève toujours forcément et je mets mes pieds, tu vois, et j'enrobe comme ça. Et on me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, parce qu'en fait, j'ai eu l'habitude de dormir dans des sacs de couchage, tu vois. T'as toujours au bout, c'est comme ça. Donc voilà, c'est mes habitudes. Mhm. Mais voilà, c'est comme ça fait partie de mon histoire et je suis fier, tu vois. Parce que c'est ce qui m'a aidé à avoir ce mental d'acier et à avoir aussi ce jugement sur l'humain, tu vois. Parce que les gens, c'est facile d'être là quand ça va. C'est facile d'être là quand t'es capitaine du Paris Saint-Germain ou que tu joues à Liverpool et que t'as un match de l'équipe de France au Stade de France. Là, ton téléphone, il sonne. Mais moi, quand il sonnait, je regardais, je dis, ah là là. Tu vois, et je sais à qui faire plaisir, je sais à qui répondre, quoi. Mais toujours en transparence, tu vois. Je fuis personne, moi. Ouais. Tu vois, les gens qui méritent pas, je dis allô, ouais, tu veux quoi? Je fuis pas, en fait, j'ai un caractère d'homme, tu vois. Je sais pas, je te réponds pas, je te réponds, ouais, allô. Ouais, non, j'ai pas de place. J'en ai, mais tu ne mérites pas. Tu m'appelles que parce qu'il y a le match. Ben non, en fait, tu vois. J'ai pas de mal avec ça, moi. T'en souffres pas de Non. ces faux... Il y a des gens, ils ont pas honte. Ils peuvent ne pas t'appeler pendant un an, mais quand il y a PSG Barça, allô. Mais t'inquiète pas que moi aussi, j'ai pas honte, allô. Ouais, Pourtant, tu vois, je vais acheter 200 places à ma famille, à mes amis, à mes trucs. Mais il y en a, mec, tu veux quoi?
T'inquiète pas, je vais te répondre. Hein. Moi, je te fuis pas. Hein. Je te laisse pas en lure. Allô. Et je t'affronte. Comme la manière dont t'as pas eu honte de m'appeler après 1 an, mais t'inquiète pas que j'aurai pas de mal à te dire allô, j'en ai pas. Mhm. C'est tout. On en retrouve de plus en plus des gens comme ça dans le monde du foot. Bah, pas que dans le monde du foot, hein. Ouais. Dans le monde en général. Mais il y a un truc que toi tu vis, je trouve incroyable, c'est que tout ce que tu vis, tu le vis hyper intensément. Tu vois, t'es là, on est ensemble, t'es content de venir. Il y a ce truc à chaque fois qui, encore une fois, revient un peu de ce côté un peu Madeleine d'enfance, tu vois. Le côté, je suis content d'être là, ça se passe bien, je suis content d'être avec tout le monde, je m'amuse. Tout est un espèce d'entertainment général pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, pour moi, c'est ça. C'est chaque chose. Tu sais, mes enfants, quand ils nettoient la table, qu'ils nettoient juste une partie, je dis non, stop. Soit tu me nettoies toute la table bien, soit tu le fais pas. Donc pour moi, quand tu commences quelque chose, il faut bien le faire ou tu le fais pas du tout. Ça sert à rien de faire les choses à moitié. Donc si moi je te dis je viens, je viens. Et je le fais, je le fais. Sinon je t'aurais dit allô, je viens pas, je le fais pas. Tu vois. Donc je suis un mec entier. Voilà. Je suis authentique et je suis entier. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Mais si par contre j'ai pas envie, personne ne va me forcer. Ça, tu peux monter, descendre, c'est mort, c'est mort. Mhm. Tu vois. C'est quoi la plus grande dinguerie que t'as faite pour parvenir à tes fins dans la vie? La plus grosse dinguerie, Où tu t'es dit là, putain, Mamad, il a vraiment été se surpasser, il a fait un truc de ouf. euh, la plus grosse dinguerie que j'ai Jusqu'où vraiment t'as poussé le curseur, quoi. pour arriver à mes fins, je te dis franchement, à part le travail, je peux pas te dire autre chose. Je te jure, c'est vrai. La plus grosse dinguerie, peut-être, je sais pas, j'ai pris un coach qui dormait à la maison et je m'entraînais à 6h30 du matin. Après, j'allais à l'entraînement à 9h. Après, je rentrais, je faisais la sieste et je m'entraînais encore à 17h. Et ça pendant 1 an, peut-être. Ça, c'est la plus grosse dinguerie. Mhm. En gros, j'étais H24 training parce que je préparais une échéance et pour moi, il fallait pas que je la rate. Non, mais C'est tu le vois, travail. je me suis dit, déterminé comme il est, il a dû passer par des contacts à lui pour essayer de, tu sais, pour augmenter son dossier au-dessus de la pile avant de signer à Liverpool ou des trucs Genre, comme ça, tu sais, t'as laissé aller les choses, quoi. tout le temps. Ok. Tout le temps. Tous les clubs que j'ai pu faire ou rentrer en contact, c'est eux qui m'appelaient. C'est eux qui m'appelaient jusqu'à un certain âge où tu vas être peut-être un peu moins attractif. Mais non, au début de ma carrière, c'est toujours les clubs qui m'ont appelé jusqu'à, je sais pas moi, peut-être Palace, après Palace, parce que j'étais blessé 1 an et tout. Et là, mon agent a commencé à appeler quelques clubs parce que, voilà, oui, on va dire, j'avais quoi, 30 ans, 31 ans. Tu vois. Mais non, le reste, non, moi, ça arrive toujours authentique, quoi. Il faut être toi-même, les gens, ils t'apprécient, oui, ils font appel à toi, et sinon, tant pis, tu vois. Et jusqu'où t'as été prêt à aller pour réussir dans le football d'une manière générale? Tant qu'on est dans la boîte à souvenirs, les trucs. Franchement, jusqu'où j'étais prêt à aller, non, mais rien de spé, hein, je te jure. Hein. Moi, au Paris FC, jusqu'où j'étais prêt à aller, ouais, j'essayais d'être exemplaire. Je rangeais les coupelles, les trucs à la fin de l'entraînement. Voilà, j'étais sérieux, tu vois. Ok. C'est tout. Tu vois, mais vraiment, non, non, j'ai pas fait de dinguerie en particulier. Hein. Vraiment que pour arriver à mes fins, non, c'est pas dans mon éducation, en fait. Tu vois. Ok. Moi, c'est pas dans mon état d'esprit. Jamais écraser les autres pour non. Vraiment. J'ai toujours été le coéquipier cool, même avec mes coéquipiers qui jouaient à ma place, tu vois. Ok. Et vraiment, tous les mecs qui étaient à mon poste, mais c'est tous des potes. Les coups tordus, ça a jamais été. Non, jamais. Varane, c'est mon pote. Koscielny, bon, ça fait un moment, mais quand on était ensemble, c'était mon gars. Je lui faisais des câlins, des bisous. Mhm. Tu vois, je sais pas, moi, je jouais avec Sylvain Armand, bah, même là encore, tu vois, câlin, bisous. Quand je l'ai vu au Parc des Princes, il était à mon poste. Scartel et Lovren à Liverpool, c'est mes gars. Mais c'est mes gars, je suis parti en vacances avec eux, tu vois. Je sais pas cet état d'esprit, moi, d'écraser les gens pour avancer, ça n'existe pas. Tu vois. Les gens comme ça, de toute façon, ils durent jamais. Chacun est comme il est. Tu vois, moi, je suis pas. Non, mais la vie fait en sorte Oui, mais que. en fait, je suis T'as pas vu, quelqu'un faut savoir de. si t'es croyant ou t'es pas croyant, mais C'est la ça. vérité, c'est qu'à un moment donné, tu vois, la vie, elle ne ment pas. Bah, avec le temps, je pense. Je pense que oui, avec le temps, les gens, tu vois, se rattrapent. Je te donne un exemple là qui vient de, tu sais, Qui vient de te sauter vient aux de me yeux. sauter, voilà, dans la tête. Tu vois, par exemple, il y a un joueur, je gérais pas le club, mais il y a un joueur, voilà, avec qui je jouais et qui était blessé depuis un moment, tu vois. Et il est resté 5 matchs de championnat. Et on joue, machin. Et quand il revient de blessure, je sais qu'il était en fin de contrat. On joue, et avant le match, je lui dis, écoute, prépare-toi, je te fais rentrer. Il me dit, mais non, je lui dis, si. Je lui dis, parce que je sais que tu t'entraînes dur depuis des années.
Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu n'as pas joué. Il y a des clubs qui t'ont pas vu sur le terrain. Mais si là, tu rentres en jeu, ils vont dire, tiens, cool, il n'est pas blessé. Donc en fin d'année, ça peut être une opportunité pour toi et partir. Pour dire qu'est-ce qu'il a fait, ça fait 2 ans. Bah oui, mais regarde, il est quand même rentré les 2, 3, 4 derniers matchs de championnat. Donc, il est apte. Tu vois ce que je veux dire? 70e, 80e minute, boum, je me mets au sol, j'ai mal et je suis sorti. Pour donner l'opportunité à un mec qui joue à mon poste. Tu comprends ou pas? C'est ça la philosophie de Mamad. Réel. Je vais pas dire qui, quoi, comment. Je suis pas là pour ça. Mais pour t'expliquer juste ma mentalité. Et dans le football, j'allais dire c'est rare. Non, c'est rare, mais souvent, tu vois que la vie, elle est juste avec ce type de gens-là. Tu vois, dans les parcours de vie professionnels, les évolutions, tout ça, la vie a souvent montré que si tu étais bon, tu allais progresser. N'Golo Kanté. Typiquement, le type de mec qui dit jamais rien, qui est toujours gentil avec les autres et qui grandit et qui s'occupe que sur son terrain, qui profite et qui reste dans ce qui est sa réalité à lui, qui n'a jamais été travesti par le milieu. On peut penser notamment à Sadio Mané, parce que Sadio Mané, à un moment donné, on lui a fait tourner la tête plein de fois, il n'a jamais transigé. Il est resté droit, il est resté fixe. Mais tu vois, le parcours de vie, la bonté, tous ces gens-là ont eu à un moment donné, tous ceux qu'on a pu leur offrir à un moment donné contre un échange, mais qu'ils ont refusé parce que c'était pas sain. Et à un moment donné, la vie leur a offert. Ouais, tu vois, avec notamment, par exemple, c'est ma théorie, leur transfert en Arabie Saoudite, etc. Tu vois, peut-être qu'à un moment donné, on leur a mis, tu sais, on les a mis sur des plans, etc. Eux ont dit, t'as vu, c'est pas sain, je le sens pas, je suis pas avec les gars. Ouais, je vois. Et in fine, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, le contrat à 25 millions l'année pour N'Golo. Boum, évidemment, Mané, contrat de fou pour quitter le Bayern pour aller à Al Nasser. Et de la vie s'équilibre. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais, je vois très bien. C'est ce type de philosophie-là aussi que je pense que toi, auquel on pourrait t'affilier aussi, tu vois. Le côté être bon comme ça et faire les choses, voilà. Toi, t'aurais jamais pu mal tourner à un moment donné? Bah si, évidemment que si. Jeune. Eh oui, jeune, tu vois. Quand tu arrives et que t'es pas... T'es encore brut. Voilà. T'es brut de la rue, t'es brut de tu vois, t'as cette soif-là de... Ouais, de tout casser, tu vois. Ouais. Tu sors de quelque part où t'as peu de règles, tu vois. La rue c'est ça, tu vois. Il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort. On joue au City Stade... Tu vois, je sais pas, c'est comme ça, c'est... Tu vois, c'est comme ça. Mais oui. C'est pour ça que j'ai eu aussi ce caractère-là. Où j'étais le plus fort des plus forts de mon âge, en fait. Il n'y a pas... Personne ne m'écrase, personne ne marche dessus. À part si tu me ramènes un grand, tu vois. Un grand qui est plus grand que moi, à 12 ans, le mec il a 16 ans, oui. Mais à mon âge, non. Je me laissais pas faire. C'est pour ça que j'ai eu, je pense, ce caractère-là. J'ai toujours été respectueux, mais aussi respecté. Quand on se retrouve à 13 ans sans père, qu'on vit ce qu'on appelle ce qu'une expression dit le dehors et les vices du dehors, avec tout ce que ça peut comporter, tu vois. Est-ce qu'à un moment donné aussi, ça nous forge pas pour pouvoir construire quelque chose derrière? C'est-à-dire que dire non à ce genre de choses, quand même, il faut avoir beaucoup de force mentale. Bah, pour moi, c'est pas une fierté. C'est pas une fierté, hein, pour moi, de se dire, entre guillemets, tu vois, je grandis tu vois, sur ce chemin-là. C'est pas une fierté et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui sont sur ce chemin-là, sur des chemins pas trop nets, hein, pas trop cool, on va dire, qui sont aussi pas fiers. C'est juste qu'ils ont peut-être été gangrénés au fur et à mesure des années. Bon, bah, ils n'ont pas le choix, ils sont dedans, tu vois. Mais pour quelqu'un qui est vraiment bienveillant, qui fait attention à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à ses parents, je pense que tout le monde veut éviter justement ce chemin. Donc, pour moi, oui, quand tu viens d'un quartier ou quoi, la vraie force mentale, c'est de se dire, je réussis d'une autre manière. Et je me fais pas influencer. Voilà. La vraie force mentale, pour moi, c'est ça. C'est de se dire, ouais, je vais être bienveillant envers les miens. Je veux essayer d'être, je te dis nimp, mais architecte. Je vais essayer d'être plombier. Mais quand on parle de certains métiers, moi, je le vois toujours. En fait, il n'y a pas de sous-métier, Deuxièmement, il n'y a pas de métier qui doit être dévalorisé. Et quant à l'état d'esprit d'un entrepreneur,
par exemple, tu peux être plombier, mais tu peux créer une boîte où tu as 10, 20, 30, 50 plombiers qui travaillent pour toi. En fait, pourquoi voir petit? Pourquoi se dire, tiens, je vais être un simple plombier qui va... Non, tu peux avoir l'état d'esprit d'entrepreneur. Donc, de fédérer plusieurs plombiers à une même vision, tu vois. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de talent dans les quartiers. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à simple condition de le vouloir. Si on le veut vraiment, on peut. Est-ce que tu as déjà... Et excuse-moi, Ouais. pour finir, dans les quartiers aussi, je pense qu'il y a beaucoup de réussite. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup justement, des gens qui ont mal tourné, des gens qui font ci, qui font ça, le mauvais. Et je pense qu'il faut mettre en avant ceux qui font bien, parce qu'il y en a beaucoup qui font bien. Le quartier influence Paname, Paname influence le monde. C'est ça. C'est presque ça. C'est ce que disait Médine. Exactement. On est là-dedans ou pas? Ouais, on est dedans, mais pour moi, voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime parler positif, tu vois. Pour moi, je crois à la loi de l'attraction, tu vois. Donc le positif emmène le positif. Donc oui, parlons des gens qui réussissent dans le quartier. Parce qu'il y en a, il y a des entrepreneurs, il y en a qui créent des emplois, il y en a qui créent des entreprises, que ce soit en France, en Europe, en Belgique, à l'étranger. Parlons de gens qui vont emmener le positif, tu vois. Quand des petits, je sais pas, demain, des petits du quartier, tu ramènes un grand qui était là et qui est devenu entrepreneur dans le bâtiment, ben voilà, organisons des talks avec lui et ramenons des enfants de 13, 14, 15 ans et que ce mec-là explique comment il a fait, tu vois. Il a 200 employés, 500 employés, c'est comme ça qu'il s'est construit. Il n'y a pas que les sportifs, il n'y a pas que les chanteurs dans les quartiers. Il y a énormément d'autres talents, tu vois. Les femmes, il y a des femmes aussi qui réussissent très bien dans leur business. Donc c'est ça qu'il faut, je pense, tu vois. Positif. T'es un mec justement ultra posé, ultra calme. Quand on apprend à te connaître un peu dans la vraie vie, c'est toujours très linéaire, c'est toujours, tu sais, t'es pas un mec de saut d'humeur. Est-ce que t'étais déjà mis en colère? Ouais, après, en fait, je pense que petit, j'étais très nerveux. Ok. Le sport m'a permis de mettre ma rage, en fait, sur le terrain. J'ai aussi appris à me connaître avec le temps. Je connais mon caractère. Donc, pour me protéger, et pour protéger un peu, en toute humilité, ce que j'ai pu construire tu vois, avec ma famille, etc., bah, vu que je me connais, je vais éviter certains endroits. J'ai évité d'être assis à la table de certaines personnes, tu vois. Parce que je suis chaud de caractère. Je suis trop chaud. Ah, ça peut partir en couille, quoi. Ouais. En fait, j'accepte pas le manque de respect. J'accepte pas... Tu sais, il y a des trucs, dans mes oreilles, ça peut faire tilt. Donc ouais, je me suis... En fait, je me connais, c'est tout. Donc, quand tu te connais, en fait, tu vois, t'es la force tranquille. T'as rien à prouver aux autres. T'as pas à montrer à quelqu'un que t'es chaud, que t'es fort, que tu viens de là. Tu vois, pour moi, c'est des trucs de petits, ça. Quand t'as rien à prouver, t'avances dans ta... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais à ton rythme, tranquillement, avec sérénité et calme, tu vois. Ouais, mais c'est un travail, tu sais. Être calme, être posé, comme ça, c'est un vrai taf. Tu vois, faut chasser les pensées négatives de son esprit. Ouais, bien sûr, mais après voilà. Après, moi, j'ai adapté. En fait, j'ai trop à perdre, tu vois, par rapport à certains. Et même, je veux pas que mes enfants me voient comme ça, tu vois. Je veux pas que mes enfants, tu vois, connaissent, entre guillemets, l'ancien Mamad. Parce que l'ancien Mamad, tu tapes sur Google à 18 ans, quand y a un journaliste qui parle mal de moi, en fait, ouais, je l'ai giflé. Parce qu'en fait, c'est l'ancien Mamad. Je perds pas de temps, qu'est-ce que tu me racontes? Tu dis une connerie sur moi, tu es qui? J'étais pro au Paris Saint-Germain, bon bah, c'est le caractère, je me connais. Je sais que je peux ne pas avoir de limite. Donc quand tu te connais, tu te découvres, ça y est, tu te contrôles. Et en te contrôlant, enfin moi, en me contrôlant, j'ai adapté ma vie. Voilà, j'ai j'ai 4 gosses, tu vois, tu peux plus penser comme avant, tu peux plus te comporter comme avant, tu vois. Je suis chef d'entreprise, donc ça y est, tu sais, t'as une autre vision en fait des choses, du rapport humain, des situations. Maintenant, il y a des situations, je vais rigoler, tu vois, je vais dire, ah là là, si lui savait. Parce que... Ouais, mais c'est ça se... C'est une force. Ouais, mais tu l'as enfoui en toi. Ouais, exactement, tu sais, il est bien profond, tu vois. Ouais, tu
C'est ça. Ben, pour moi, c'est ça aussi, tu vois, la force de caractère. C'est Ah, de mais savoir, il y a de des savoir pensées se aussi. Hein. maîtriser comme tu peux, tu vois. Ouais, il y a des pensées qui disent, qui peuvent te titiller. Tu sais, des pensées dans ton esprit qui disent, allez, Mamad, reviens. Tu vois, le méchant Mamad revient dans le coup et tout. Et toi, tu dois les canaliser, ces Oui, mais pensées-là. c'est pas le méchant Mamad. C'est le Mamad qui va pas accepter le manque de respect. C'est pas être méchant. Oui, mais en fait, C'est juste c'est juste, on va dire, sanctionner différemment. Maintenant, je vais prendre la parole. Maintenant, mais avant, oui, je sanctionnais avec les règles de la rue. Tu vois. Ouais. Et c'est pas forcément la meilleure solution, tu vois. Donc voilà. Ouais. C'est pas qui tu es maintenant. Ça ne correspond plus à ton... Exactement. Ça y est. C'était, voilà. Tu portes une autre veste. Je vais parler un peu de foot pour terminer cette émission avant de passer à la séquence La Sauce avec une petite vidéo sympa pour toi. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans le système football, te mettent en colère? Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, là vraiment, moi, ça, je trouve ça inacceptable? En colère. Que tu considères en tout cas qui ne devraient pas arriver ou qui t'ont déjà mis en colère? Ou tu te dis, Ouais. En colère, ouais. Ouais, de ouf. Par exemple, tu vois, moi je trouve que on banalise trop le racisme. Ça, ouais. Ça, pas que dans le foot, hein, en général, ça, moi, ça me rend ouf. Tu vois. Je comprends pas. Pourquoi on va mettre la lumière sur certaines causes, mais qui décide de ces causes? Tu vois. Moi, ça me dérange. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, si on défend une cause, on les défend toutes. Ou sinon, on se pose et on dit on va défendre 10 causes. C'est celle-ci. Parce que des causes, il y en a tous les jours. On est d'accord. Toi, tu peux être sensible parce que, je sais pas, tu as perdu un proche du cancer. Il y en a un autre, ça peut être l'handicap. Il y en a un autre, ça peut être les orphelins, parce qu'il a perdu ses parents. Il y en a un autre, ça peut être la cause LGBT. Il y en a un autre, ça peut être la cause, je sais pas moi, enfin peu importe, tu comprends pas, je peux te faire une liste de... On est d'accord. Maintenant, de toutes ces causes, qui décide, tiens, on va mettre en avant celle-là et celle-là? Qui? Et pourquoi? Pourquoi celle-là? toi, tu questionnes ça. Ouais. Franchement, je me pose la question. Pourquoi? Forcément que cela. Pourquoi ce combat, il doit être plus fort que ce que l'autre combat? Qui décide de ça? Tu comprends? Ouais, moi ça me dérange. Par exemple, le racisme. Oh, tu comprends? En fait, des causes, il y en a 10 000. Oui, sauf que, est-ce que tu considères pas qu'aujourd'hui, le racisme est un petit peu utilisé à tort et à travers et parfois pas pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on se joue pas un peu de ce truc-là pour profiter un petit peu de ce que ça peut amener, tu vois, en sa faveur? En fait, moi, peu importe comment il l'utilise ou pas, je te jure, moi, je suis apolitique, tu vois, je m'en fous. Moi, je suis dans le fact. Tu votes pas, toi? Moi, en fait, écoute, moi, je suis dans le fact, ce qui se passe, comment on le règle, tu vois. Que d'autres utilisent abonné sans, voilà. Pour moi, ça, c'est du bullshit, tu vois, je te jure. Hein. Ça, c'est de la littérature. Parce que tout va être interprété, dit, je m'en fous de ça. Il y a ça, comment on règle le problème. Ok, le mec qui joue, il a reçu une banane et on est en train de faire des cris de singe. Comment on règle le problème? Point. Comment on sanctionne? Comment on fait que dans 5 ans, il n'y ait plus ça? Mais c'est pas un peu, c'est qu'il n'y ait plus ça. Ça fait... Attends, depuis que je suis petit, j'allume la télé, je vois du racisme dans des stades de foot. C'est vrai. Je grandis, je le vis. Là, j'arrête, je le vois. En fait, à quel moment, comment on fait? C'est ça. Pour moi, c'est une pensée commune. Comment on essaie de trouver une solution? Les institutions, j'ai pas l'impression vraiment que ça les préoccupe. Je pense qu'ils veulent surtout faire la politique de l'autruche et mettre ce sujet sous le tapis. Ça, je sais pas. Mais si, tu vois, parce que sinon tu ne ferais pas. Oui, mais moi comme je t'ai dit, institution, pas institution. L'autre, il l'a dit, il l'a pas dit. Je te jure, je m'en fous de ça. Comment on trouve la solution? Point. C'est un point d'interrogation. Mais pas en faisant des pubs avant la Ligue des Champions, c'est une autre. Ça, c'est l'avis de chacun. Il y en a, ils vont dire c'est bien. Il y en a, ils vont dire ça sensibilise. Il y en a, ils vont dire c'est pas bien. Là. Je m'en fous. Je te dis la vérité. Comment on trouve la solution? Il faut que ça n'existe plus. Parce que on essaie de trouver des solutions pour d'autres causes, dont je tairai. Mais ceux qui sont avisés savent de quoi je parle. Ça, par contre, on le voit partout. C'est vrai. Quelqu'un fait un truc, sanctionné.
pour d'autres causes qui sont claires, Il y a un lobby. visibles. Ouais. Mais c'est la vérité. Et j'ai rien contre ça. Encore une fois. Des causes, il y en a 1000. Qui choisit une ou deux? Qui? Pourquoi cela? Je me pose la question. Il y en a d'autres. Donc, quand on parle de racisme, par exemple, comment on trouve la solution pour le racisme? Par exemple. Je dis bien, c'est un exemple. Et il y en a d'autres. Tu comprends? En fait, c'est ça, moi, qui me... Voilà, que je trouve de poil de mesure. Voilà, c'est tout. Parce que moi, tu peux me dire... je sais pas. Ouais, je trouve juste que, tu vois, des fois, il y a des choses qui se passent où je trouve pas ça... Je sais pas. Allez, c'est C'est magnifique. bizarre. J'ai bien compris, j'ai bien compris. On passe tout de suite à la séquence La Sauce. Eh oui, Mamad, petite surprise, forcément, la séquence La Sauce. C'est intéressant parce que maintenant, on va pouvoir parler un peu de football. Allez, je te donne la vidéo, je te laisse découvrir ça, et puis après, évidemment, on en parle et même on en débat ensemble. En tout cas, Allez. j'espère, on va pouvoir en débattre. Tiens. Salut Mamad, c'est Mousse de Paris United. Bon, déjà, je tenais à te remercier pour toute ta carrière au Paris Saint-Germain. Le fait que tu aies toujours respecté les couleurs du club. Et puis félicitations aussi pour ta fin de carrière. J'espère que l'après-carrière se passera aussi bien que pendant toute ta carrière de footballeur. Maintenant, Mamad, moi j'ai une question. Est-ce que finalement, tu n'as pas raté ta vocation? Est-ce que tu n'aurais pas dû devenir finalement gardien de but à la place de défenseur central? Et oui, parce que moi, je me souviens du 26 mai 2013 où Renan Lecrome joue son dernier match. Donc Ancelotti, grande classe, lui donne du temps de jeu. Malheureusement, il crée un penalty et il se fait expulser. Et puis, il n'y a plus de changement. Et c'est donc toi, Mamad, qui devient le capitaine, le gardien pardon, du Paris Saint-Germain le temps de la fin du match. Moi, ce que je voudrais que tu m'expliques, Mamad, c'est ce penalty. Mais pourquoi as-tu couru vers ton poteau gauche? Merci pour ta réponse. Et encore merci pour tout, Mamad. Eh oui, un gardien un défenseur qui devient gardien. C'est quoi cette histoire? Non, mais au contraire. Tu sais, je te jure, hein, ce genre-là, pour moi, c'était... tu sais, on était champion de France. Ouais. On jouait... C'était le dernier match de championnat. Le coach, justement, il avait fait tourner, il avait fait jouer Lecrome, donc le troisième gardien. Il prend un rouge. Il se tourne. Il dit qu'il veut aller au but. Moi, je suis parisien. Je me suis battu pour ce maillot depuis je sais pas combien d'années. Moi, tu me demandes même d'être jardinier au parc, je le fais. Non, mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas moi... En fait, moi, c'est comme ça, tu vois. C'est ma maison, tu vois. Ma mère, elle me demande de faire un truc à la maison. Je le fais, quoi. C'est chez moi. Tu vois. Je prends soin de chez moi. C'est pareil. Tu vois, il y a besoin d'un gardien, mais j'y vais. Mais il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Donc voilà, non, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et en plus, on était champions, c'était fun. Je voulais finir vite le match, comme ça, on allait fêter et tout. Tu vois. Donc non, c'était cool. Et t'as jamais eu l'occasion de refuser parfois de partir du Paris Saint-Germain une fois que tu y étais? Par exemple, quand tu avais des offres où, effectivement, à un moment donné, tu aurais pu partir un petit peu plus tôt. Bien sûr. Quand tu as quitté pour aller à Liverpool. Bien sûr que j'en ai eu des offres. Il y en a eu depuis l'âge de mes 13 ans. Depuis l'âge de mes 13 ans, j'ai eu des offres de partir à l'étranger, de partir dans de très belles écuries. Tu vois, vraiment, 13, 14, 15, 16, un peu partout. Tu vois, quand tu es jeune et que tu viens de Paris, je faisais du bruit à l'époque. Un peu comme Hazard à Lille, mais c'est vrai. Tu vois, oh, il y a un jeune phénomène, tu vois, offensif, un Belge, il joue à Lille, etc. Ben, j'étais le même en défenseur, tu vois. C'est pour ça que j'ai intégré le groupe à 16 ans. Parce que j'étais mature, j'étais prêt, physiquement j'étais prêt, mais surtout mentalement. J'étais une machine de guerre. Mais c'est la vie, moi, qui m'a forgé. Donc, j'ai peur de personne. Je te respecte. Mais sur le terrain, je suis là pour mon assiette. Je suis là pour mon pain. Tu vois, donc, il n'y a pas de... Sur le terrain, j'étais un lion. Ouais. Tu vois. Mais surtout, ce que je comprends dans ton discours, c'est que le PSG a toujours été, même lorsque les Qataris n'étaient pas là, parce que tu étais là avant l'époque des Qataris, ta priorité et ton amour du PSG, c'est quelque chose qui est viscéral, quoi. Il y a quelque chose de sanguin, limite, avec Paris. Bah oui, c'est ma ville. J'ai grandi là. J'ai commencé au PFC. Parce que à un moment, j'habitais vers la porte de Vincennes. Donc, j'allais à la porte de Montreuil en métro. En bus, pardon.
Donc voilà, mais non, Paris, bien sûr, ça a toujours été ma ville. De toute façon, comme je dis, hein, quand on entend Paris, il y a Sako qui va avec. C'est la vérité, tu vois. Et c'est comme ça. Ouais. La mentalité parisienne, c'est quoi? Parce que parfois, elle est mal interprétée, tu sais. Sur quoi? C'est quoi être un Parisien pour moi? Mais pour moi, Paris, je sais pas, tu sais, je représente la capitale, je représente toute la banlieue, tu vois. En fait, moi, c'est ça, c'est que quand j'ai intégré le groupe du Paris Saint-Germain, c'est que t'as plein. En fait, t'as tout Paris qui s'est un peu vu en moi, tu vois. J'étais un petit peu, en toute humilité, hein, ce symbole de. Ouais, aussi, tu sais, l'immigration, tu vois, de nos parents, cette réussite au Paris Saint-Germain, l'intégration du club de la capitale, capitaine, tu vois, je m'appelle Mamadou, Mhm. c'est vrai. Donc en fait, c'est ça, et avoir pu, pardon, avoir pu être un symbole aussi fort, bah pour moi, ouais, c'est quelque chose, tu vois, Mhm. qui était beau. Ouais, je comprends, je comprends. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Une finale absolument incroyable. Tu étais notamment en train de fêter la victoire avec Omar Sy. Et c'était un moment qui avait l'air d'être absolument incroyable. Et en te voyant fêter comme ça avec Omar, etc., je me suis quand même posé la question de me dire, est-ce que si le Sénégal était au niveau auquel il est à l'heure actuelle, Mhm. au moment où toi, tu as dû faire ton choix en tant que binational, Mhm. t'aurais porté ta préférence sur les Lions de la Teranga? Moi, je suis pas quelqu'un qui retourne ma veste. D'accord? Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai commencé mes sélections en France, 16, 17, 18, 19 ans. J'ai été appelé en équipe de France, c'était un parcours dans ma logique, tu vois. Mais c'est pas parce que tu es amoureux de ta maman que tu n'aimes pas ton papa. On est d'accord? Donc moi, depuis mon plus jeune âge, les Sénégalais savent que je suis fier de mes racines. Je suis fier d'être Sénégalais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, pour moi, retourner dans mon pays d'origine, c'est quelque chose de totalement naturel. Les Sénégalais me voient depuis je sais pas combien d'années, j'ai investi. Enfin voilà, c'est donc pour moi, j'ai pas de débat à dire on doit choisir. Bah non, je suis désolé. Donc ça veut dire que un Sénégalais qui est né en France, d'accord? Donc, par exemple, moi je suis né en France, donc je suis français. Mhm. Par moment, on va te dire ouais, mais t'es Sénégalais. Donc par ta couleur de peau, ouais, mais en fait, t'es d'origine d'où? T'es français, mais originaire d'où? Au Sénégal, ok. Tu retournes au Sénégal, on te dit, ah, t'es sénégalais, Ouais. mais t'es né où? T'es né en France. Donc en fait, on habite où en fait? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, pour moi, j'ai aucun mal à être fier d'avoir pu avoir mon parcours avec l'équipe de France, Mhm. parce que j'ai été formé au centre de formation en France, Mais les jeunes, au Paris parfois... Saint-Germain. Ouais. Donc en fait, moi je dissocie les deux choses. Si j'avais été par exemple formé à Djambar, au Sénégal, oui, ma suite logique aurait été le Sénégal. Moi, mon parcours, il m'a donné ça. Mais ça n'empêche que j'aime autant le Sénégal. Bien sûr, je suis fier du drapeau sénégalais. Pourquoi je ne le serais pas? Tu comprends ou pas? Donc en fait, moi je te jure, hein, je comprends pas ce discours-là de dire ouais, tu dois choisir. Mais je dois choisir quoi? Qui, encore une fois, qui va m'imposer à moi, Mamad, de choisir? T'es qui? Il y a une loi qui dit... Tu comprends pas? Donc en fait, c'est ça que je te dis. Quand tu vis pour le regard des gens, pas les gens, moi je vis pas pour le regard des gens. Mhm. Personne va m'imposer à choisir. Je Ouais. suis fier que le Sénégal ait gagné, du coup, la Coupe d'Afrique. D'accord? Je suis fier, parce que je suis sénégalais. Que les gens le veuillent ou non. Quand je suis à Shanghai et qu'un Chinois qui vient me voir et il me dit, mais tu es de quel pays d'Afrique? Il me dit pas, je suis français. Mais c'est vrai. Mhm. Quand je suis aux États-Unis, why are you from Africa? D'ailleurs, ça cause... Mais tu comprends Ah pas? ouais. Et ça cause beaucoup de problèmes aussi, notamment liés au racisme. Tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui te mettait en colère. Quand je vois les propos des Argentins liés à l'équipe de France en disant, voilà, il y a 11 joueurs de couleur noire, etc. C'est des joueurs d'un pays d'Afrique et pas en fait de l'équipe de France. Ça aussi, c'est des choses qui effectivement peuvent parfois t'interpeller, toi. Non, même pas. Après, la France a eu son histoire, on la connaît. Mhm. Ceux qui s'intéressent à l'histoire savent l'évolution et j'allais dire
les différents... comment on va dire ça? Les différentes histoires. Différentes étapes, en fait, qu'il y a eu dans l'histoire de France. Mhm. Donc, quand un ignorant parle d'un sujet, je préfère même pas m'exprimer dessus parce que, tu vois, ça n'a rien d'éduquer des personnes qui ne le sont pas. Ouais. Mais quand tu connais l'histoire de France, l'histoire de la Belgique, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. quelque chose de logique et de normal. Et tu sais, tout à l'heure, mon discours, c'était pas du tout pour te demander de choisir. Hein. C'est intéressant que tu aies eu ce propos-là, mais c'est plutôt parce que, tu vois, moi je regarde par exemple l'évolution d'un Ibrahim Mbaye, Ouais. qui est un titi parisien comme toi, Ouais. et qui a choisi le Sénégal alors qu'il est né à Paris. Ibrahim Mbaye, il est d'origine également marocaine, et il a fait le choix de représenter les Lions de la Teranga. Et Ouais. la question, elle se posait plus sur aujourd'hui le niveau de sportivité. Aujourd'hui, le Sénégal regarde la France droit dans les yeux et va affronter l'équipe de France en Coupe du Monde. Bien sûr. Non, Ouais. mais bien sûr, là, le Sénégal, pour moi, tu sais, pour moi, le Donc, Sénégal... tu aurais pu se faire ce choix-là, tu vois, techniquement ou pas. Si on était en 2026 et qu'on te demandait de choisir, tu l'aurais fait, c'est ça la vraie question. Je te dis la vérité, moi, je suis un bonhomme. Moi, je retourne pas ma veste. Encore une fois, je te le dis, droit dans les yeux. Le Sénégal, j'ai été les voir à l'époque, la Diouf et tout, dans leur hôtel, quand je débutais au Paris Saint-Germain. On avait échangé, ouais, machin. Mais moi, je suis quelqu'un, tu sais, je sais pas, je suis un homme de parole, tu vois. Quand je dis, je fais, je vais tout droit. Ça n'empêche... En fait, je choisis pas de côté. Oui, pour le football, j'ai choisi la France parce que c'était un cursus normal pour moi. C'est tout. Donc je vais pas dire aujourd'hui le Sénégal, ils sont champions. Ah ouais, mais rien du tout. Non, c'est pas vrai. Non. J'ai fait mon parcours, je suis fier de mon parcours et je ne regrette rien. Voilà. Mais tout en faisant mon parcours avec, encore une fois, l'équipe de France, pour qui j'ai tout donné, mais j'en suis fier. Parce que ça a été la terre d'accueil de mes parents. Sans ça, j'aurais pas été formé au Paris Saint-Germain. J'aurais pas eu mon cursus de l'académie. J'aurais pas joué au Paris Saint-Germain à 17 ans. Ouais, parce que peut-être que j'aurais grandi à Tambacounda. Et peut-être que mon talent à Tambacounda, personne ne l'aurait découvert quand... Enfin voilà, donc c'est tout. Ouais, mon parcours, je regrette rien. Mais à côté de ça, il n'y a pas un Français qui va me dire pourquoi tu célèbres la victoire du Sénégal. Mais allô, bien sûr je suis sénégalais. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, en fait, pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, quand tu as cette nationalité, il faut être fier d'être les deux. Il faut être fier de ses racines. Et mes racines, c'est Tambacounda. Mes racines, à moi, c'est Tambacounda. C'est là où mon père il est enterré aujourd'hui. Donc j'ai emmené mes enfants là-bas. Pourtant, mes enfants, ils sont nés en France, ils ont grandi en Angleterre, ils vivent à Dubaï, mais leurs racines, ça reste Tambacounda. Leurs racines, c'est pas à Dubaï. Leurs racines, c'est pas à Londres. Mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est ainsi que je vois la vie. Et je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. C'est ma philosophie de vie. Je juge pas la leur. Et je m'en fous d'ailleurs de ce qu'ils en pensent. C'est ma philosophie. Et ma vie, je la mène ainsi. Point. Je pense que c'est magnifique comme point de fin. Merci beaucoup, Mamad, d'avoir été dans Off. C'était exceptionnel de te recevoir et je te souhaite énormément de bonnes choses. Grosse force à toi. Merci. Et toi, pour ton développement, Sacro Properties, tes proches, ta famille, tout. C'est vraiment avec le cœur et voilà. Grand merci. Merci beaucoup. Après, mon dernier message, c'est restez vous-même. Vraiment, ne vivez pas pour le regard des gens. Ne changez pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Restez authentique et on vous aimera ainsi ou pas. Point. Mais vraiment, restez vous-même et croyez en vos rêves. Rien n'est impossible dans la vie. C'était en off. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas, si vous êtes resté jusqu'au bout, le petit like, c'est hyper important. Également, on est dispo en podcast, donc les 5 étoiles, c'est toujours génial. Le petit commentaire, si vous voulez. N'hésitez pas, on réagit ensemble, on discute de cette magnifique entrevue qu'on a eue avec Mamadou Sakho et Mamad. On remercie, comme d'habitude, le soutien de cette émission qui est Unibet Experts. On se retrouve très rapidement, dès la semaine prochaine, ici même, pour parler du football business. Ciao, ciao.